Bonjour à tous. Donc on va commencer, ce qui est maintenant 14 heures. Avant de commencer, j'aimerais juste savoir si vous voyez bien les slides qui sont affichés. Ouais, d'accord, très bien, merci. Tout d'abord, je me présente. Donc, Maëlle Pichard, je suis PCN Santé et je travaille à l'Institut Pasteur. Et donc, je vais animer ce webinaire avec Sophie Descamps, qui est coordinatrice du PCN Santé et qui travaille à l'INSERM. Donc, ce webinaire porte sur les appels à projets de la priorité 3 du défi santé, sur les maladies infectieuses et santé globale. Sachez qu'il y a une série de 5 webinaires qui vont avoir lieu au mois de septembre et qui sont animés par le réseau PCN sur les différentes priorités de l'appel santé dans lequel on rentre en détail, dans le détail des appels comme on va faire aujourd'hui. Alors, donc un petit rappel sur, pour le sommaire pour ce webinaire, je vais rappeler les règles de participation très brièvement parce que je sais que vous êtes à peu près tous au courant, mais pour ceux qui connaissent moins, et ensuite vous avez la liste des appels sur lesquels que nous allons présenter. Alors, est-ce que vous voyez bien l'écran? Parce que, bon, attendez, moi, il y a un peu... Voilà. Donc, les règles de participation. Alors, pour participer à un projet européen, pour répondre aux appels à projets du défi santé, vous devez avoir un consortium minimum de 3 entités légales provenant de 3 États membres ou États associés. Donc, les États membres, vous les avez en vert sur le slide. Voilà, donc les États associés, vous avez également une liste d'États associés qui est dans les annexes de chaque appel santé. Donc il y a notamment la Tunisie, la Suisse, etc., etc. Et vous avez également une liste des pays tiers. Donc c'est des pays tiers qui sont éligibles au projet européen. Et donc, il y a notamment une bonne partie des pays africains, il y a une bonne partie des pays d'Asie du Sud-Est, etc., etc. Donc, en fait, vous pouvez vraiment incorporer et collaborer avec de nombreux pays dans le cadre de vos projets européens. Et ces partenaires-là peuvent être finançables. Alors, les États-Unis peuvent également être éligibles, car il y a un principe de réciprocité, car les partenaires européens sont éligibles au NIH. Donc, vous pouvez inclure des partenaires américains, ils peuvent être éligibles. Mais par exemple, il y a beaucoup de pays, je pense l'Australie, le Canada, qui ne sont pas éligibles. Et dans ce cas, comment vous pouvez faire pour les inclure dans vos projets et pour qu'ils puissent bénéficier de fonds européens? Il faut que vous contactiez les PCM de ces pays-là pour voir justement comment se déroule le processus. En fait, il y a une fiche par pays pour les pays non éligibles au programme européen où il est indiqué les noms des personnes que vous devez contacter, car ils vont être financés par leur propre ministère de la Recherche. D'accord? Donc, ce sera pas, ils ne bénéficieront pas de fonds européens, mais ils bénéficieront de fonds de la part de leur ministère. Donc, sachez que ça prend un peu de temps. Moi, je l'ai fait avec le Brésil notamment, et ça a mis un peu de temps pour trouver les bonnes personnes. Donc, prenez-y vous à l'avance si jamais vous voulez inclure des partenaires qui ne sont pas directement éligibles aux fonds européens. Alors, voilà, donc c'est un peu tout ce que j'ai dit. Donc, quand je parlais des pays tiers qui ne sont pas directement éligibles au financement européen, je parlais d'Australie, du Brésil, du Canada, de la Chine, de Hong Kong, de l'Inde, du Japon, de la Corée, du Mexique, de la Russie et de Taïwan. Et sachez qu'il y a des mécanismes de cofinancement qui sont mis en place par leur ministère. Voilà. Et donc, sachez également qu'il y a certains appels spécifiques qui sont destinés à une collaboration entre l'Europe et avec l'Inde, par exemple, on a eu ça l'année dernière, etc., etc. Mais ça, c'est en fait indiqué dans les appels, et cette année, on n'en a pas dans la priorité 3. Alors, le Brexit. Alors, vous voyez comme moi l'actualité, hein, qui est quand même chargée concernant le Brexit. Donc, on n'a pas d'informations à vous donner par rapport à ce qu'on vous dit régulièrement dans le cas des webinaires ou des journées de PCN. S'il n'y a pas de retrait, s'il n'y a pas d'accord qui est conclu avant le 31/10, l'UK ne pourra plus être éligible aux enfin aux projets européens. S'il y a un accord, ils seront pleinement éligibles au programme Agenda. Donc on va savoir ça, on va savoir beaucoup plus dans les semaines à venir. Alors, pourquoi on souhaite vous encourager à candidater aux appels du défi santé?
Parce que comme vous voyez sur cette slide, il y a une augmentation des budgets pour les dernières années du programme. C'est la dernière année, c'est le dernier appel sous H2020. Et donc, il y a, vous voyez les montants budgétaires qui sont indiqués. Donc, il y a une augmentation du budget pour les appels santé, pour ces dernière session des appels santé. Alors, bonjour, c'est Sophie Descamps, je vais reprendre à partir d'ici. Donc pour replacer le webinaire dans le contexte de l'appel à projet global, il se découpe en 3 grands appels, et le premier appel, donc, qui concerne plutôt la biologie, est découpé lui-même en 6 priorités. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, on va présenter donc la priorité 3, maladies infectieuses et santé globale. Donc, dans l'ensemble de ces appels, il y a différents types d'actions, donc que vous commencez à maîtriser, je pense. Donc, les actions de recherche et d'innovation, donc avec un taux de financement à 100%, que l'entité soit privée ou publique. Ensuite, des appels à projets de type Innovation Action, où là, on sera plus proche du marché. Et donc là, on reste sur un taux de financement à 100% pour les entités publiques, mais on passe à 70% pour les entités privées. Pardon. Et enfin, les CSA, donc là, il n'y aura pas de présenté aujourd'hui, donc des actions de coordination qui ne financent pas de la recherche, mais comme son nom l'indique, de la coordination sur des thématiques bien précises. Donc là, c'est le calendrier. Donc, comme vous le savez, les appels, ils ont été officiellement publiés par la commission le 2 juillet, mais on avait communiqué largement sur les drafts bien avant, puisqu'il y a certains appels en 2 étapes qui se clôturent déjà le 24 septembre, donc ça a fait l'objet d'un webinaire précédent. Tous les appels qu'on va vous présenter aujourd'hui ont une date limite de soumission pour le 7 avril 2020. Donc, il y a encore le temps de se préparer. Donc, la priorité 3 s'inscrit dans un contexte politique précis. Donc, d'une part, le texte politique majeur derrière, c'est le plan d'action européen, donc One Health, contre les résistances antimicrobiennes. Il y a également le plan d'action équivalent au niveau OMS. Et pour la partie santé globale, il y a également de nombreux objectifs de l'agenda de développement durable à atteindre. Donc le premier appel que je vais vous présenter là, c'est donc le BHC 17, qui s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la Commission européenne et le GACD, donc Global Alliance for Chronic Disease, qui est une alliance en fait de financeurs à travers le monde, qui se concentre, donc, comme son nom l'indique, sur les maladies chroniques et plus particulièrement dans les pays en voie de développement. Donc c'est pour ça que cet appel il va se concentrer donc, sur la prévention et ou le diagnostic précoce du cancer, justement dans les pays à faible ou moyen revenu, ou sur des populations spécifiques vulnérables dans des pays à haut revenu. Donc le scope de l'appel est très précisément décrit dans le texte, ce n'est pas toujours le cas de tous les appels, mais celui-là, il est assez clair et vraiment, il est centré sur de la recherche sur la mise en œuvre pour des stratégies et des interventions de prévention et de diagnostic précoce. Donc là, l'idée, c'est vraiment pas de développer des nouvelles approches, mais vraiment de mettre en œuvre des approches qui ont déjà prouvé leur efficacité, et donc adapter la mise en œuvre de ces interventions dans une population précise. Et donc cet appel, il inclut une grande part de sciences sociales et d'économie de la santé et de santé générale. Donc évidemment, il faut des biologistes entre guillemets, mais il faudra aussi beaucoup de ces types d'acteurs pour répondre à ce qui est demandé, puisque il faudra vraiment adapter donc, cette intervention au système de santé local, notamment, et inclure aussi tout ce qui est
communautés locales sur place pour s'assurer de l'acceptabilité de l'intervention proposée par les populations. Et il est spécifiquement demandé aussi une évaluation complète en termes économiques pour voir le rapport coût-efficacité de l'intervention. Voilà, sur le scope de l'appel. Et dans cet appel notamment, il y a beaucoup d'impacts qui sont décrits. Donc d'habitude, il faut atteindre tous les impacts qui sont écrits dans le texte. Là, il est quand même précisé que c'est un ou une combinaison de la liste d'impacts notés. Alors, si vous atteignez qu'un seul impact, ça va être compliqué d'être bien classé. Mais évidemment, avec le nombre d'impacts qui est attendu, vous n'êtes pas obligé de tous les adresser. Surtout que le projet, il est quand même doté, la fourchette de financement est plutôt faible, de 1 à 3 millions. Et donc, vous ne pourrez probablement pas tout inclure dans votre projet. Donc, il faudra sûrement faire des choix. Le plus important, c'est surtout d'expliquer, en fait, de justifier la pertinence des choix que vous avez fait dans votre projet. Donc, comme je le disais, mais je vais réinsister, l'idée de cet appel, c'est pas de développer des nouvelles interventions, parce que de toute façon, le budget ne le permet pas. Mais c'est vraiment de prendre une intervention qui a déjà été, dont l'efficacité est prouvée. Il précise quand même que si il reste un peu je sais pas moi, 5-6 mois de validation à faire, ça peut être inclus dans le projet, mais vraiment le cœur du sujet, c'est pas la validation de l'intervention, c'est vraiment sa mise en œuvre dans des milieux dans la vie réelle, quoi. Donc voilà, l'implication des acteurs, sciences humaines et sociales est primordiale. Il y a notamment des économistes de la santé, des sociologues aussi, puisqu'ils veulent étudier tout ce qui est barrières et facilitateurs à la mise en œuvre. Éventuellement des géographes de la santé en fonction du pays ou des populations que vous aurez choisi. Ce qui est très important, c'est d'impliquer les décideurs politiques et les autorités locales, et c'est même précisé si possible en tant que partenaire, alors que d'habitude c'est plutôt large sur le format de l'implication, mais là ils veulent vraiment que votre projet mène à quelque chose de concret et que ce soit durable après la fin du projet. Donc c'est important d'impliquer ce type d'acteurs. Et enfin, ça aussi c'est précisé, mais je le redis parce que c'est important, il faut vraiment prévoir dans votre budget des budgets de fonctionnement pour participer aux activités du GACD, de cette alliance, puisqu'ils demandent d'aller assister à la réunion annuelle, suivant où elle se déroule, je ne sais pas dans quelle partie du monde, mais voilà, prévoir ce budget et prévoir aussi du budget pour participer à des groupes de travail communs, parce qu'en fait, il y aura tout un ensemble d'autres appels sur la même thématique, financés directement par le GACD, et donc vous devrez travailler donc, en collaboration avec les autres projets, sous format de working group. Alors, je ne vais pas les détails exactement, mais il est demandé de prévoir le budget pour collaborer. Donc, j'ai une question ici. Est-ce que la collaboration avec les LIC est indispensable, donc c'est-à-dire les low income countries? Oui, c'est vraiment la condition, c'est-à-dire soit dans les pays à faible ou moyen revenu, soit dans les pays à haut revenu, mais dans ce cas, il faut que ça cible des populations vulnérables. Et il faudra bien justifier, évidemment, en quoi ces populations vulnérables sont vulnérables dans les pays à haut revenu. J'espère que ça répond à la question. Okay. Donc là, ici, on vous a mis quelques liens vers le contexte politique en matière de cancer. Donc, si vous êtes dans le domaine, vous connaissez déjà probablement. C'est important d'aller voir, si vous ne connaissez pas, ce qui est fait, notamment la première page où c'est un peu un résumé de tout ce qu'a fait la Commission européenne ces dernières années et de ses actions menées à son niveau. Donc, c'est intéressant aussi pour replacer votre projet dans ce contexte-là. Et enfin, je ne vais pas tout détailler, mais on a aussi fait un travail de regarder un peu quels étaient les projets qui avaient déjà été financés dans la même thématique. Alors du coup, sur le cancer en général, c'est très large, il y en a beaucoup, là c'est simplement des exemples. Mais ça peut être intéressant si ça se rapproche de votre thématique, par exemple, pour la recherche de partenaires. Donc d'aller voir un peu qui a fait quoi.
Voilà, donc il y en a un certain nombre, évidemment, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est pour vous aiguiller un peu. Alors, j'ai une dernière question. L'OMS est éligible. La règle, c'est donc il faut que ce soit les organisations internationales d'intérêt européen sont éligibles. Donc l'OMS en fait partie. L'IARC, il faudrait que je vérifie, mais si elle répond à la définition de organisation internationale d'intérêt européen, je peux revérifier ça et revenir vers vous pour l'IARC. Donc, s'il y a d'autres questions par la suite sur cet appel, on pourra également les prendre en fin de webinaire. Sinon, je vais passer donc, aux deux autres appels donc, qui sont un peu plus spécifiques, puisque là, il s'agit d'actions de type PCP et PPI. Donc, c'est vraiment moins connu du grand public, on va dire. Ce sont des actions qui sont financées par la Commission européenne en fait, pour aider les acheteurs publics à prendre un peu plus de risques, on va dire. Donc les PCP, donc Pre-Commercial Procurement, l'idée c'est d'avoir le développement d'une solution innovante qui répond à un besoin qui n'est pour l'instant pas pourvu par le marché. C'est-à-dire qu'un groupement d'acheteurs publics va se former pour acheter des services de R&D et ça va leur permettre de partager les risques et les bénéfices du marché forcément. Donc c'est vraiment concrètement c'est un appel d'offres conjoint. Et donc pour le Pre-Commercial Procurement, il y a la mise en compétition de plusieurs fournisseurs de solutions et c'est divisé en 3 étapes. Donc il y a le design de la solution, le prototype et puis la validation et les tests des premiers produits. Et les fournisseurs sont évalués sur des critères préétablis à chaque étape et donc certains passent à la deuxième étape et d'autres non. Donc ça, c'est le Pre-Commercial Procurement. Et ensuite, il y a le PPI, donc Public Procurement of Innovative Solution. Donc là, dans ce cas-là, la solution innovante est déjà commercialisée, mais elle n'a pas été déployée. Donc l'idée pour la Commission de cofinancer ces actions, c'est de permettre à ces groupes d'acteurs de partager les risques en tant que premier utilisateur de cette solution. Et donc là, par exemple, dans le cadre d'un appel d'offres bien défini, dans lequel ensuite la solution qui répond au cahier des charges va être choisie et puis déployée dans les conditions décrites. Donc ça, c'est le cadre général des PCP et PPI. Donc les PCP, ils sont financés jusqu'à 90% par la Commission, tandis que le PPI, il est financé jusqu'à 50% au maximum, puisqu'on est quand même plus proche du marché. Donc un taux de retour plus proche aussi. Donc il y a 2 grands types d'activités qui sont éligibles dans ces projets. Donc il y a toute la partie phase de préparation de l'appel d'offres, donc tout ce qui est analyse du besoin des utilisateurs finaux, consulter le marché, faire la promotion de l'appel d'offres, et puis tout ce qui est plutôt administratif, c'est-à-dire se mettre d'accord entre les acheteurs publics pour signer le joint procurement, confirmer l'acheteur qui sera l'acheteur principal. Et puis ensuite, il y a la phase d'exécution. Donc là, c'est on a lancé l'appel d'offres et on évalue les dossiers, on contractualise avec les fournisseurs, etc. Donc, qui participe en fait à ces actions? Donc, clairement, ça va être des gens en capacité de passer des achats. Donc, c'est vrai que dans le domaine de la santé, ces appels vont plutôt intéresser donc, les réseaux d'achat des hôpitaux, les centrales d'achat. C'est pas les seuls possibles, mais disons c'est l'exemple le plus courant. Mais par contre, d'autres types d'entités peuvent participer dans des activités additionnelles. Donc, par exemple, des entités plus de recherche ou des acteurs sociaux, je ne sais quoi, peuvent par exemple être impliqués dans les activités d'analyse des besoins des utilisateurs finaux, etc. Donc, il peut y avoir tout un tas d'associations de patients, par exemple, de type de partenaires autres que des acheteurs publics qui peuvent être associés à des PCP pour tout ce qui est phase de préparation. Mais à la fin, il faut quand même une entité légale capable de passer des achats. Donc, il y a deux appels qui sont passés dans ce cadre-là. Donc, le premier, c'est un PCP, donc Pre-Commercial Procurement. Donc là, c'est-à-dire la solution n'existe pas encore.
Et donc là, ce qu'attend la Commission, c'est de développer en fait des solutions pour le soin intégré, integrated care, je ne suis pas sûre de la traduction française, mais l'idée c'est de moderniser en fait les services publics et qui dit moderniser dit réduire les coûts aussi de prise en charge. Donc là, c'est très large sur quel type de solution est attendu. Donc ça peut être des solutions de type organisationnel, que ce soit formel ou informel, des solutions de santé self-care, entre guillemets, des solutions plutôt adressées pour les professionnels, ou des solutions ICT notamment. Enfin, c'est très large. Et ça s'adresse aussi à tous les thématiques d'intérêt du secteur public. Donc voilà, c'est très large. C'est à vous après de définir le besoin. La seule contrainte, c'est que ça contribue aux soins intégrés. Voilà. Et donc les impacts, voilà, c'est justement tout ce qui est économique, donc améliorer les opportunités de marché dans ce secteur-là, par exemple. Donc il faut savoir que les propositions de cet appel, elles seront classées avec les propositions du deuxième appel qui va venir. Donc le budget qui est indiqué ici, 25 millions au total, c'est pour les deux appels, le 20A et le 20B. Et ce qu'a indiqué la Commission, c'est qu'il n'y aurait qu'un seul classement. Donc c'est-à-dire que potentiellement, si pour le 20A, donc pour les Integrated Care, on a les 5 premiers projets qui sont mieux classés que les 5 projets sur le 20B, bah, potentiellement il n'y a pas de projet financé sur le 20B. Donc c'est quelque chose qu'on a soulevé, mais bon, c'est comme ça. C'est un budget pour les deux appels. Donc, en effet, vous avez devancé ma slide pour la question qui va être posée. Donc, cet appel, il fait suite en fait à une CSA, donc une action de coordination qui avait été lancée en 2018 par la Commission et qui visait justement à préparer ce PCP et PPI pour des solutions innovantes. Et donc, le projet qui a été financé, c'est ONFI. Pardon, vous avez le lien vers le projet. Et dans ce projet, donc, il y a notamment les 3 partenaires français que je vous ai indiqués. Et vraiment, cet appel visait à rassembler en fait des procureurs, des acheteurs au niveau international, européen et qui se préparent, qui se coordonnent pour répondre à un PCP, un PPI futur et qu'ils le définissent, etc. Donc si vous êtes intéressé par cet appel, je pense qu'il faut vraiment prendre contact avec ce projet qui a déjà beaucoup travaillé dessus et voir comment vous pouvez les rejoindre. Et donc le deuxième appel, donc là cette fois-ci c'est un PPI, donc Public Procurement of Innovation, c'est-à-dire que la solution existe déjà et puis il faut la déployer à plus large échelle. Donc là, on s'intéresse donc au développement de nouveaux moyens diagnostiques pour les maladies infectieuses, puisque pour l'instant, les seuls diagnostics, ce sont des diagnostics de type culture, donc qui prennent un certain temps. Et il existe en fait déjà des moyens diagnostiques qui sont plus rapides, mais qui sont pour l'instant trop chers à en mettre en œuvre, en tout cas à l'hôpital. Et donc là, cet appel, c'est vraiment pour essayer de booster le développement de ces nouveaux moyens diagnostiques au sein des hôpitaux notamment. Donc là, du coup, je n'avais pas grand-chose de plus à vous dire sur le scope, si ce n'est que l'idée, c'est de mettre en œuvre ces moyens diagnostiques pour les maladies infectieuses en pratique clinique. Donc après, il y a un certain nombre de spécifications, notamment se mettre d'accord sur la stratégie de communication, etc. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Donc l'impact, notamment cet appel, il faut contribuer donc, au plan d'action sur la résistance aux antimicrobiens, évidemment, et puis on revient toujours aux impacts après de type purement économique et de marché. Donc quand ils disent résistance antimicrobienne, ça inclut tout ce qui est aussi résistance de type virale et champignons, je sais pas si on dit comme ça en français. Mais voilà, c'est pas réduit aux bactéries.
Et donc là aussi, l'idée, c'est pas de tester des nouvelles solutions, des nouveaux tests, etc., mais c'est vraiment acheter une solution innovante qui a déjà été développée, qui a déjà été testée, mais à petite échelle, et c'est vraiment de la déconner. Voilà pour cet appel. Et donc, ce que je disais, donc, cet appel, pour le coup, s'inscrit vraiment dans le plan d'action antimicrobien, et notamment dans l'objectif 3.4 sur le développement du diagnostic. Donc là, je vous ai remis aussi le lien vers les projets déjà financés pour la CSA préparatoire, donc Eurifi. Et il y a aussi un autre projet qui a été financé en 2018 et qui est en lien, qui peut être intéressant pour vous d'aller voir. Donc c'est le PIPI, le Platform for Innovation of Procurement and Procurement of Innovation. Donc là, c'est plutôt une plateforme technique, en fait, comment mieux mettre en place ces PCP et PPI. Donc sachez aussi qu'il va y avoir un événement de partenariat dédié donc pour ces appels de type PCP et PPI, donc à Bruxelles le 17 octobre prochain. Donc il y a notamment ces deux appels, mais il y a aussi d'autres appels du programme santé qui seront concernés. Donc, je vous ai mis le lien là pour vous inscrire. Si vous êtes intéressé, les places sont limitées, donc ne tardez pas à y aller. Alors, je vais vous présenter les appels suivants, mais avant cela, j'aimerais répondre à la question d'Isabelle Chemin sur la participation de la Russie ou de tout autre pays qui n'est pas éligible à le financement. Donc oui, un partenaire peut être impliqué, même sans toucher de financement européen. Après, est-ce que c'est pénalisant ou non? En fait, il faut vraiment bien le justifier. Donc, il faut montrer qu'il est indispensable à la bonne réalisation du projet. Donc, c'est là toute la difficulté. Mais si vous arrivez à faire cela, non, ça ne sera pas pénalisant. Alors, je vais vous présenter le BHE 33, Addressing Low Vaccine Uptake. Donc, il faut savoir que donc, il est prévu que vous demandiez maximum 3 millions d'euros pour cet appel. Il y a un budget total de 9 millions d'euros pour cet appel, donc il n'y aura que 3-4 projets financés sur le BHE 33, donc ça risque d'être un appel assez compétitif. Donc le contexte un peu de cet appel, le Specific Challenge. Donc en fait, l'Europe est l'une des régions du monde ayant la perception la plus négative, on va dire, concernant l'efficacité et la sûreté des vaccins, et également concernant la vaccination des enfants. Donc en fait, le taux de couverture vaccinale pour de nombreux vaccins est en dessous des recommandations. Et donc, la CE estime que la recherche a un rôle essentiel à jouer dans la compréhension des causes sous-jacentes de la résistance à la vaccination. Et la recherche a également un rôle à jouer dans le développement de stratégies et de guides pour aider les États membres à augmenter leur taux de couverture vaccinale. Donc, il est mis en avant l'importance d'une compréhension des obstacles et des facteurs amenant à une diminution de la couverture vaccinale pour que les personnes qui postulent à cet appel puissent fournir vraiment des recommandations. Alors, slide suivante. Alors, cet appel, en fait, vise à mieux comprendre les causes sociales, culturelles et conjoncturelles de la perspective négative du vaccin en Europe. Donc, il s'agit d'augmenter à terme en fait, la coopération autour de la lutte contre les maladies évitables grâce au vaccin et pour augmenter la couverture vaccinale en Europe, et ce grâce à des stratégies d'intervention spécifiques et à la formulation de recommandations accessibles à tous les citoyens de l'UE, en s'appuyant sur des préconisations des autorités publiques en matière de santé, notamment ceux de l'OMS et de l'European Center for Disease Prevention and Control. Donc, les recommandations sont explicitement citées dans l'appel. Donc, il faut vraiment avoir connaissance de ces documents. Le projet devra être étudié en détail et tenir compte des causes qui expliquent la diminution de la couverture vaccinale. Donc, ça, c'est déjà cité dans le Specific Challenge. Et il devra proposer et tester une ou plusieurs modes d'intervention afin d'améliorer en fait, le taux de vaccination et l'acceptation des vaccins par la population.
Donc encore une fois, il faudra bien prendre en compte les différents facteurs influençant la prise vaccinale, que ce soit les inégalités socio-culturelles, les questions spécifiques liées et toutes les questions spécifiques liées à la vaccination. Donc, c'est suivante. Donc, le projet devra mettre en œuvre, encore une fois, des actions pour améliorer la prise vaccinale et formuler des hypothèses qui devront être testées pendant la durée du projet. Et il faudra aussi être en contact avec les autorités publiques et prendre en compte tous les contextes particuliers, que ce soit l'âge, le sexe, la religion, les opinions politiques et la situation économique des différentes populations qui vont être étudiées. Donc, concernant l'impact qui est attendu pour ce projet, l'objectif est vraiment, encore une fois, ça se répète beaucoup en fait, dans le texte de l'appel, d'augmenter la couverture vaccinale et de mettre en place des guides et des recommandations. Et il cite également le discours du président Juncker, c'était sur l'état de l'Union qu'il avait fait en 2017 à ce sujet. Sur les formulations des recommandations qui avaient été formulées. Donc ça, c'est aussi important d'avoir bien connaissance de tous ces textes et de ces communications officielles. Notre analyse par rapport à cet appel, donc clairement, cet appel privilégie les sciences humaines et sociales et la santé publique. Donc c'est vraiment des chercheurs en sciences humaines et sociales qui vont déposer à ce type d'appel. Le partenariat va pouvoir inclure des industriels, des centres de décision politique et juridique, des PME, des autorités publiques en matière de santé, ça sera très important, des structures de développement des vaccins et tous les spécialistes liés à ces disciplines. Donc les partenaires industriels peuvent être inclus, mais l'objectif reste la santé publique. Et encore une fois, il faudra tester les méthodes mises en place, les méthodes d'intervention pendant la durée du projet. Voilà. Je vous ai mis sur cette slide différentes, encore une fois, le contexte politique européen autour de cet appel. Alors pourquoi on vous met ces liens dans notre analyse? Vous savez, dans la partie excellence, lorsque vous écrivez votre projet, dans la partie excellence scientifique, c'est bien aussi en début de partie, en introduisant votre projet, de faire référence justement au contexte politique et pour indiquer que vous répondez vraiment à l'objectif de l'Union européenne sur telle ou telle thématique. Donc c'est important d'avoir connaissance un peu les communications qu'il y a eu précédemment sur ces thématiques. Donc vous avez sur cette slide des recommandations de l'OMS, des communications de la Commission, etc. Des documents sur le State of Vaccine Confidence in the EU qui date de 2018. Donc il y a vraiment beaucoup de documents d'informations à ce sujet. Et on a également fait une recherche sur les différents projets qui ont été financés sur cette thématique. Et en fait, je vous ai mis, alors soit H20, parce qu'on a eu beaucoup sur la vaccination, mais je vous ai mis les appels qui ont porté sur cette thématique. Et sur Cordis, vous pouvez très facilement trouver toute la liste des projets qui ont déjà été financés sous tel ou tel appel. Et je vous ai indiqué également un projet FP7 qui est assez intéressant, c'est le projet eProve, et duquel a découlé Strategic European Roadmap for the Vaccine of Tomorrow, et ça s'est arrêté en 2016. Voilà, donc c'est un projet aussi intéressant pour voir un peu le consortium en question qu'il faudra inclure. Voilà, encore d'autres projets européens sur cette thématique. Donc, ça a été sur les appels mini, il y avait un certain nombre également sur les ERC qui ont porté sur cette thématique. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. Parce qu'il y a même des parties quand vous allez rédiger votre projet européen, vous allez devoir indiquer quels autres projets ont été financés sur cette thématique. Donc c'est important d'avoir une bonne vision des financements sur ce thème. Alors, excusez-moi, je vais passer à l'appel suivant. Donc l'appel suivant, ça va être le BHC 34. Donc, le BHC 34, donc la deadline, comme le précédent appel BHC 33, c'est le 7 avril prochain. Donc c'est un projet avec un nombre important de partenaires, parce qu'en fait il y a 10-15 millions pour ce projet. C'est quand même un budget important. Il devrait y avoir 2 projets financés sur cet appel, car le budget total de cet appel est de 25 millions d'euros. Et c'est également un projet de recherche et d'innovation.
Donc cet appel porte sur la mise en œuvre de nouvelles approches liées au management clinique et de prévention des infections bactérielles résistantes dans des milieux à forte prévalence. Donc l'objectif majeur de cet appel est l'identification de bonnes pratiques, le développement et la validation des interventions qui seront dans votre plan de management clinique pour gérer les infections bactériennes résistantes dans des milieux à forte prévalence. Donc, il faudra tester ce plan pendant la durée du projet sur au moins 2 régions européennes au travers d'actions pilotes. Donc c'est au minimum 2 régions européennes, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en inclure plus. Il faudra évaluer les coûts et les bénéfices de chacune des méthodes de prévention afin d'évaluer la faisabilité de votre plan. Donc, il faudra collaborer avec l'action conjointe européenne sur la résistance aux antimicrobiens, qui s'appelle JAMREI. La France pilote cette action conjointe. C'est coordonné par l'INSERM. Et cette action en fait, réunit 44 partenaires en Europe et est financée en partie par la DG Santé de la CE. Et donc, c'est important de voir un peu les partenaires qui font partie de cette action conjointe, un peu, pour voir les potentiels partenaires que vous allez devoir inclure ou contacter du moins même pour être partenaire. Type de maîtrise de la résistance aux antibiotiques et des infections associées, aux soins, assurer l'adoption et la mise en place et la mise en application de coordonnées des politiques de maîtrise de la résistance aux antibiotiques et des infections associées, aux soins dans les États membres de l'UE. Donc, l'OMS, le CDC sont également impliqués dans ce projet, EU j'aimerais, afin d'enrichir le débat de leur expertise, voilà, et de garantir une cohérence en fait, avec les initiatives qui sont mises en place au niveau mondial. Voilà, donc il y a beaucoup de réseaux, de projets qui sont déjà cités dans le cadre de cet appel. Concernant les impacts attendus de votre projet, donc les impacts sont la disponibilité de modèles testés de prévention et de traitement en vue d'évaluer le rapport coût-efficacité des stratégies d'intervention et de prévention. Votre projet devra permettre de réduire la propagation des infections nosocomiales et la résistance antimicrobienne, et il faut que ces connaissances puissent être transposables à d'autres pays, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Voilà. Alors, next slide. Excusez-moi. Alors, dans le scope de l'appel et dans l'expected impact, il était indiqué plusieurs fois dans l'appel que ces connaissances doivent être transposables à d'autres pays, notamment les pays à revenus faibles et intermédiaires, et que le plan que vous allez devoir développer devra pouvoir couvrir des larges zones géographiques. Donc oui, ces connaissances doivent avoir un intérêt pour les pays en développement, mais l'objectif reste véritablement sur les pays européens en premier lieu. Donc vous pouvez inclure des pays non européens, mais l'objectif est vraiment pour les pays européens. Donc lorsque nous sommes allés à une réunion avec les project officers de la Commission, on a pu poser la question pour avoir une définition des milieux à forte prévalence. Donc en fait, cela fait référence à des milieux avec une forte prévalence des maladies nosocomiales et dans des pays faisant face à une forte résistance antimicrobienne. Voilà, donc sachez que c'est important toujours de garder ça en tête. Voilà, alors le contexte politique autour de cet appel, donc il est assez riche. Donc ça constitue en fait la résistance aux antimicrobiens constitue une priorité en Europe pour la Commission. Dès 2011, elle a adopté un plan pour combattre les menaces croissantes de la résistance aux antimicrobiens. En 2016, dans ses conclusions sur les prochaines étapes de la lutte contre la résistance aux antimicrobiens, dans le cadre du concept Une seule santé, la Commission et les États membres ont été invités à élaborer les lignes directrices de l'Union européenne sur l'utilisation prudente des antimicrobiens en médecine humaine pour accompagner des lignes directrices et recommandations nationales. De cela a découlé le EU Action Plan Against Antimicrobial Resistance, qui est cité dans l'appel, et qui, je vous le rappelle, a été publié en juin 2017. Donc, il existe d'autres initiatives de communication de la CE qui doivent être vraiment étudiées et regardées. Donc, il y a des guides et plans découlant de le EU Action Plan que j'ai cité sur cette slide
voilà, donc c'est important d'en avoir connaissance. Alors, concernant les projets qui ont déjà été financés sur cet appel, donc voilà, je vous les ai listés un peu sur cette slide, donc je vous laisserai en prendre connaissance. Voilà, donc vous voyez que c'est surtout j'ai trouvé beaucoup de projets intéressants qui avaient été financés sous FP7 plutôt, pas dans le cadre d'Horizon. Voilà. Alors, le dernier appel que je vais présenter, c'est l'appel BHE 35. Donc cet appel met une nouvelle fois la lumière sur le challenge que représente le problème de la résistance antimicrobienne, notamment dans le cadre des maladies infectieuses émergentes. Donc, dans ce contexte, il était nécessaire pour la CE d'établir un réseau de recherche clinique européen qui sera en mesure de faire participer les patients atteints d'une maladie infectieuse et d'accroître l'efficacité des tests et le développement de nouveaux diagnostics, méthodes de prévention et ou de stratégies thérapeutiques et de thérapie. Donc pour cet appel, clairement, vous allez devoir avoir un réseau très important, puisqu'il y a un budget pour cet appel est de 25. Et il va seulement y avoir un seul projet financé dans le cadre de cet appel BHE 35. Donc voilà. Concernant l'objectif global de ce projet, donc ça vise à mettre en place un réseau multidisciplinaire à l'échelle européenne, dans l'objectif d'établir une plateforme afin de parvenir à une réaction rapide dans la réalisation des études cliniques face aux risques infectieux graves. Les études cliniques initiales à réaliser devront être incluses dans la proposition, ainsi que les critères et le processus pour la suite des études cliniques qui devront être décrits en fait dans votre proposition. Les projets devront inclure un mécanisme de flexibilité, notamment budgétaire, afin de répondre à des cas de réémergence de maladies infectieuses. Donc, l'impact attendu de ce projet, il est de réduire le coût et le temps de la recherche clinique en mettant en œuvre des essais cliniques pour le diagnostic, la prévention et le traitement des infections. Il est également de créer et de renforcer la capacité opérationnelle et les infrastructures afin de fournir en temps réel une intervention médicale et les meilleures pratiques dans le traitement des... L'un des autres impacts attendus, et le dernier, est de contribuer aux politiques européennes, à savoir la recommandation du Conseil pour une coopération renforcée sur les maladies à prévention vaccinale, qui date de décembre 2013, et de contribuer également au plan d'action européen fondé sur le principe d'une seule santé, dont j'ai déjà parlé pour le précédent appel, pour combattre la résistance aux antimicrobiens. Alors, les commentaires sur cet appel. Donc l'objectif global, encore une fois, c'est de regrouper des sites cliniques prêts pour la mise en place d'études cliniques sur les maladies infectieuses. Il y a des CSA qui ont déjà été financés sur ce topic et qui avaient comme objectif de mettre en place un business plan. Et donc là, ce projet a comme objectif de mettre en place le business plan qui a été développé dans le cadre des précédentes CSA. Donc clairement, il faut faire partie du réseau précédemment, ou du moins contacter ce réseau. Mais vous ne pouvez pas candidater par vous-même sans être en contact avec le précédent CSA, puisqu'il y aura, je vous rappelle, un seul projet qui sera financé sur cet appel. Donc c'est assez ciblé en fait comme appel. Voilà. Alors, le contexte de politique européenne. Donc, il y a déjà beaucoup d'informations qui sont données dans le texte de l'appel et qui fait déjà référence à de larges initiatives européennes. Donc, je vous parlais des différentes CSA. Donc, il y a la plateforme européenne Prepare qui vise à améliorer la préparation contre des épidémies émergentes et réémergentes. Donc, c'est un réseau européen pour l'harmonisation des études cliniques d'envergure sur les maladies infectieuses. Il y a également le consortium Combact, luttant contre la résistance bactérienne en Europe, et qui est un projet découlant du programme MD4PB. Il y a l'infrastructure ECRAN.
qui est conçu pour fournir un support aux études cliniques multinationales afin de faire de l'Europe un espace unique pour la recherche clinique. Donc encore, c'est une infrastructure à contacter clairement. Il y a aussi l'infrastructure BBMRI, Biobanking and Biomolecular Resources Research, et il y a enfin le projet ICRED, qui a été lancé en janvier 2019. Donc voilà, donc il y a déjà énormément d'informations dans l'appel. Ok, donc là je vous ai mis la liste des projets qui avaient été financés sur cette thématique, donc il y en a beaucoup. Il y a des projets IMI, il y a des projets H2020, voilà, donc je vous laisserai regarder ça en détail, je vous ai mis un petit résumé, donc voilà, donc il y a déjà beaucoup d'informations sur le texte de l'appel. Voilà, donc pour cette dernière partie, je vais laisser Sophie reprendre. Voilà, donc on a passé l'ensemble des 6 appels qui étaient prévus aujourd'hui. On espère que c'était clair et que ça a répondu à la plupart de vos questions. Vous pouvez continuer de les poser dans le chat. Et évidemment, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Donc la deuxième partie de ce webinaire, rapidement, parce qu'on en a déjà parlé, mais on va refaire un point sur la recherche de partenaires et quelles sont les méthodes qui existent. Sachez qu'on a déjà dédié un webinaire complet à cette thématique, que vous pouvez retrouver les slides sur le site PCN. Donc l'idée, je le redis à chaque fois, mais j'ai toujours la question dans tous les cas, donc je le redis, il n'y a pas de nombre de partenaires idéal dans un consortium. Il n'y a pas pour cet appel, il faut 8 partenaires et pour celui-là, il en faut 12. C'est vraiment c'est flexible et c'est surtout en fonction des tâches de votre projet, des expertises nécessaires, de la pertinence, etc. Donc il n'y a pas de nombre pour faire tout. Donc ça, c'est vraiment à retenir. Et deuxième chose que je veux ressouligner, c'est que ces appels à projets, comme vous l'avez vu, ils sont vraiment très multidisciplinaires et donc ça demande vraiment des types de partenaires différents, donc que ce soit des PME, des agences réglementaires comme on a vu, mais également des associations de patients, les villes, les régions, des infrastructures de recherche européennes, dont ils vont vous parler, etc., les sciences humaines et sociales, donc voilà, c'est très large. Donc ne pas négliger tous ces partenaires. Et donc là, ce dont je voulais vous parler, c'est quels sont les outils et méthodes qui sont à votre disposition pour trouver de potentiels partenaires. Donc, il y a différentes choses. Et évidemment, la première, la plus triviale, mais finalement souvent la plus utilisée, la plus efficace, c'est d'utiliser directement votre réseau scientifique. Donc ça, c'est vrai pour les collègues qui sont dans votre thématique, on va dire, directement. Donc voilà, contactez vos collaborateurs où vous collaborez déjà. Voilà, leur faire savoir que vous voulez participer à des projets européens. Si eux ne sont pas intéressés directement, ils pourront rediffuser ensuite au sein de leur réseau. Voilà, c'est très important. Et ensuite, il y a des événements de networking dédiés aux appels H2020. Donc là, pour le coup, ils sont passés parce que c'était début juillet, notamment le Brokerage Event européen. Mais sachez que toutes les présentations qui ont été faites et envoyées, et ainsi que toute la liste des participants, est publiée sur le site. Donc c'est vraiment une mine d'informations pour des partenaires potentiels. Voilà, et sachez que tous les événements sont disponibles sur la page du PCN, donc je vous ai remis le lien en bas. Donc ensuite, il y a des outils proposés par la commission. Ça va répondre à la question qui avait été proposée tout à l'heure. Donc pour identifier en fait des projets déjà financés sur la même thématique, parce que ça aussi c'est une source importante de potentiels partenaires, puisque s'ils sont déjà impliqués dans les projets européens, ça va potentiellement être plus facile pour eux de se repartir dans un appel qui sera un peu dans la continuité de leur projet. Donc pour ça, sur le Funding and Tenders Opportunities, donc le nouveau portail des participants de la commission, il y a un onglet qui s'appelle Partner Search dans la section How to Participate. Et donc là, vous pouvez faire des recherches soit par thématique clé, donc c'est très large, soit par appel, soit par pays. Enfin, il y a tout un tas de possibilités. Il faut prendre un peu de temps pour explorer.
Mais donc, voilà, ici, j'avais mis, par exemple, le microbiome et j'avais réduit à l'Allemagne. Et donc là, vous avez ensuite une liste d'entités qui sont impliquées dans les projets pour lesquels ce mot-clé ressort. Donc, alors après, c'est très large, hein, mais bon, voilà, ça vous permet de fouiller un petit peu. Vous pouvez réduire à, je sais pas moi, des PME. Si vous avez la connaissance du titre de l'appel précédent que vous cherchez, vous pouvez le taper là et vous aurez aussi les projets financiers, etc. Ça demande un peu de temps pour s'approprier les fonctionnalités, mais c'est quand même une source d'information importante. Ensuite, vous avez la plateforme de données des projets Cordis. Donc là, il y a une fiche par projet sur tous les projets financiers FP7 H2020. Vous pouvez retrouver toutes les infos, donc le résumé du projet, le financement, la liste des partenaires, le budget reçu par chaque partenaire. Vous avez aussi les rapports non confidentiels qui sont envoyés périodiquement à la commission. Vous avez la liste des publications qui ont été engendrées par le projet, donc c'est assez complet. Ce qui est un peu plus pénible, c'est l'interface qui n'est pas forcément facile à comprendre au début, mais vous avez un certain nombre de filtres que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez réduire au projet, vous pouvez réduire aux news, aux délivrables, etc. Vous avez aussi après les domaines d'application, donc vous pouvez voilà, cocher que santé. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez réduire à l'identification du topic. Donc là, j'avais mis par exemple le topic qui s'intitulait BHC15 en 2018. Et du coup, ça vous sort ici les 6 projets qui ont été financés sur cet appel. Donc c'est très précis. Donc c'est intéressant de savoir que ça existe. Donc ça, c'est pour trouver des projets déjà financés. Et puis ensuite, vous pouvez aussi consulter ou déposer votre profil sur des plateformes dédiées. Donc la plateforme dédiée qui a été mise en place depuis 2018 par la commission, elle se trouve toujours sur le Funding and Tenders Opportunities. Il faut savoir que du coup, vous avez la possibilité de déposer ou consulter des profils d'expertise sous chaque appel. Donc, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est retrouver la fiche de l'appel qui vous intéresse. Donc là, vous pouvez faire ça par une recherche. Si vous avez le numéro, vous tapez, il sort direct. Et donc ensuite, là, vous cliquez sur le topic qui vous intéresse et quand vous descendez en dessous, vous voyez une case Partner Search et vous avez ici le nombre d'organisations qui sont à la recherche de collaborateurs pour ce topic. Donc voilà, et par contre, l'information que vous pouvez publier, elle est très restreinte, donc c'est juste ces quelques lignes. Et vous précisez si vous offrez votre expertise pour participer en tant que partenaire ou si vous recherchez un partenaire en tant que coordinateur. Alors très concrètement, c'est très rare qu'un coordinateur de consortium publie ici sa recherche de partenaire, puisque je l'ai dit au début, 95% du consortium va constituer dans son réseau direct. Par contre, il n'est pas improbable, s'il cherche une expertise précise qui n'est pas dans son domaine et pour lequel il n'a pas de réseau, qu'il aille consulter ce pool d'expertise publié ici. Donc, ce que je dis, c'est que, évidemment, pour intégrer un consortium ou rechercher des partenaires, il ne suffit pas juste de publier ici, ça ne suffira pas, mais c'est un bon moyen de se rendre visible, ça fait partie des petites choses que vous pouvez faire dans l'ensemble. Ensuite, il y a des plateformes plus thématiques. Donc, par exemple, pour tout ce qui a trait aux technologies de l'information et de la communication, il y a un réseau Idealist, etc. Je ne vais pas tout détailler ici. Pour la recherche de PME, mais de partenaires en général, vous avez le réseau Enterprise Network. Et ensuite, il y a tout un tas de réseaux privés. Alors là, il faut aller voir, parce que chacun a son fonctionnement propre, qui permet de faire de la mise en réseau. Il est également intéressant d'être expert évaluateur. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on répète assez souvent. On n'a pas assez d'experts évaluateurs français auprès de la commission. Bon, outre la rémunération qui, selon certains, reste faible au vu de l'investissement que ça demande de lire un certain nombre de projets de 70 pages en un temps assez restreint, ça permet quand même, d'une part, de voir à quoi ressemble un projet, un bon projet, un mauvais projet, ou un projet mal écrit du moins.
Donc ça permet vraiment de se former à l'écriture de projets et ça permet aussi automatiquement de faire un réseau, de voir qui dépose, qui fait quoi, etc. Même si évidemment vous êtes soumis à la confidentialité. Et donc ça a quand même pas mal d'avantages. Le ministère avait fait un webinaire dédié avec toutes les informations un peu plus précises. Donc, il y a le lien sur la slide si ça vous intéresse. Enfin, quelque chose qui est peut-être moins connu, il y a un programme européen qui est hors H2020, mais qui s'appelle Action Cost pour Cooperation in Science and Technology. Donc là, ça finance la création de réseaux de recherche, donc ça ne finance pas du tout la recherche, c'est vraiment du réseau, donc ça va financer la mobilité, hein, organisation de formation, d'écoles d'été, de workshops, financer le billet d'avion et le déjeuner. Et donc c'est vraiment ouvert à toutes les disciplines. C'est des réseaux qui sont financés pour une durée de 4 ans, donc en moyenne, hein, c'est 130 000 € par an pour des consortiums de 25 partenaires. Donc clairement, voilà, c'est pas beaucoup d'argent, c'est juste, ça permet de formaliser, disons, un réseau et d'être aussi un peu plus visible éventuellement auprès de la Commission européenne. Sachez que, pardon, vous pouvez rejoindre des consortiums en cours. Donc c'est pas obligé d'être intégré dès le début. Et du coup, si vous n'avez pas du tout connaissance de ça avant aujourd'hui, ça peut être intéressant d'aller voir ici dans votre thématique, il n'y a pas déjà un réseau, et voir ce qui se fait. Voilà, peut-être intéressant pour vous d'ouvrir à de potentiels nouveaux collaborateurs. Donc la prochaine deadline, bon, c'est demain. Donc clairement, c'est trop tard, mais disons, il y a environ 2 dates par an, donc au printemps et en automne. Donc il y en aura une au printemps prochain. Donc là, je vous ai mis l'interface. Donc vous pouvez chercher par grande catégorie donc, de thématiques qui sont déjà proposées ou proposer vous-même des mots-clés. Et enfin, donc on a lancé depuis cet été une nouvelle page sur le site du PCN qui est dédiée à la recherche de partenaires. Donc l'idée, c'est que vous pouvez nous envoyer votre offre d'expertise. Il y a un template qui est à remplir, que vous pouvez télécharger directement, que je peux publier ici. Et surtout, l'intérêt de cette page, c'est qu'on a rassemblé en fait toutes les sources de recherche de partenaires. C'est-à-dire que tout à l'heure, je vous ai parlé de toutes les présentations qui avaient été faites au Broker Genève de juillet. Donc, on les a classées par topic, on vous a remis les liens dans un seul et même endroit. Pour chaque topic, il y a également le lien directement vers le participant. Vous pouvez publier vos offres et je publie également celles que je reçois uniquement via le réseau des PCN européens. Donc, disons que c'est rien de nouveau, mais c'est juste en un seul endroit, un peu tous les liens directement et classés par topic. Et donc, si vous êtes intéressé pour diffuser votre recherche ou votre offre d'expertise, je peux la publier là et la diffuser aussi auprès de l'ensemble de mes collègues PCN européens. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce lien et à aller le consulter. Donc en conclusion, voilà, pas de secret. Pour la recherche de partenaires, c'est se rendre visible et donc, du coup vraiment utiliser son réseau et surtout le construire en amont d'un appel à projet. C'est-à-dire que vous devez être prêt au moment où l'appel sort et pas commencer à construire votre réseau. Ça, c'est valable pour toute la recherche en sciences en général. Voilà, donc si vous avez des questions maintenant, on peut les prendre sur le chat. Si vous avez des questions plus tard, vous pouvez nous écrire à l'adresse PCN générique qui est ici, que vous retrouvez aussi sur le site. Tapez PCN Santé sur Google, vous nous retrouvez. Voilà, donc sachez que ce webinaire a été enregistré, on essaiera de le mettre en ligne au plus tôt. En tenant compte des contraintes techniques et les slides vous seront envoyés tout de suite après par mail dans tous les cas. Si vous n'avez pas de questions, je vous dis au revoir.